ma digal leen bàyyi leen bi ñuy jënd di ko nat resto indil na leen sachet 25 ml moo gën a set te sell mooy bu baax bi arôme épicé resto ak sauce soja resto mooy bégal jigéen ñi ci seen waañ. La question foncière, comment concilier l'agrobusiness et les exploitations familiales pour développer le Sénégal, Côte d'Ivoire après la mort du Premier ministre et candidat du parti au pouvoir. Les cartes seront-elles rebattues pour la prochaine présidentielle? Pour analyser toutes ces questions, l'Air du Temps reçoit ce dimanche 12 juillet 2020 Alé Sine, ancien directeur des domaines et ancien membre de la commission de réforme foncière, et Julia Bi, directeur du think tank West African Wati. L'Air du Temps, c'est ce dimanche de 10h à 11h sur iRadio avec Alassane Samba Diop. iRadio, la radio d'ici et d'ailleurs. Dimanche 12 juillet 2020. Merci d'être à l'écoute de l'Air du Camp qui reçoit aujourd'hui Alé Sine. Alé Sine est ancien directeur des domaines et ancien membre de la commission de réforme foncière, la commission nationale. Julia Bi, directeur du think tank West African Wati. Alé Sine est en même temps inspecteur principal des impôts et des domaines retraité. Ancien donc directeur des domaines, expert, juriste foncier, associé à l'IPAR. Julia Bi, je ne vous le présente pas, vous le connaissez, c'est le patron de think tank Wati, qui est un think tank ouest-africain qui s'intéresse aux questions géostratégiques et géopolitiques. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Alé Sine, depuis quelques jours, le Sénégal bruit des problèmes de foncier. Le dernier en date, c'est l'affaire Ndengler avec Babacar Ngom, où l'homme d'affaires a voulu mettre là-bas de l'agriculture. Les paysans d'Ndengler se sont opposés à la mise en place de cette structure en disant que leurs terres ont été spoliées. Qu'est-ce qu'on peut expliquer sur les litiges fonciers au Sénégal? Pourquoi autant de crispations et comment le domaine national, le domaine privé, le domaine public est organisé dans ce pays? Merci Alassane. Je suis très honoré de cette invitation. Je salue Monsieur Diaby. Pour en venir à votre question, je voudrais d'abord dire que j'ai eu la chance d'avoir été coopté au niveau du comité technique de la Commission nationale de réforme foncière après que j'ai eu à faire toute ma carrière au niveau de l'administration des domaines pendant 35 ans. Et j'ai pu d'ailleurs, dans le cadre de cette commission, j'ai appris énormément parce que c'est une commission qui m'a permis d'avoir un autre regard sur la question foncière. Jusqu'alors, c'était plutôt un technicien du foncier, un technicien du droit foncier et une vision plutôt techniciste. Et je me suis rendu compte que la question foncière, ce n'est pas une question juridique, ce n'est pas seulement une question de droit. Ce n'est pas une affaire de juriste uniquement, c'est une affaire de sociologue, c'est une affaire d'historien, de géographe. Il y a tout là-dedans. C'est une question holistique. Il faut avoir une vision holistique de la question parce que nous avons eu affaire, dans le cadre de cette commission nationale de réforme, on a visité les 45 départements, à peu près 118 rencontres ont été organisées dans les 45 départements et on a rencontré près de 30 000 personnes et nous sommes rendus compte qu'il y avait une autre manière de regarder la question foncière que celle que nous, juristes, nous, techniciens du foncier, dans les administrations foncières, nous avions. Quelle était cette autre manière? C'est-à-dire que nous avons une approche, en tant qu'inspecteur des impôts et domaines, notre approche était plutôt techniciste, question gestion du domaine de l'État, comment gérer le foncier à travers une réglementation que nous avons élaborée dans le secret de nos bureaux, dans des commissions entre techniciens, alors que il fallait prendre en compte les réalités sociologiques, les réalités culturelles pour pouvoir élaborer une législation qui puisse répondre aux véritables aspirations des populations. Quand je dis que c'est un problème culturel, par exemple, j'ai pu me rendre compte que dans le cadre des concertations décentralisées, quand on est allé en Casamance, sur la question de l'accès des femmes au foncier, là où nous étions à Oussouye, j'ai suivi les interventions des élus locaux, des responsables, qui nous ont dit que la question de l'accès des femmes au foncier ne se posait pas de la même manière en Casamance, puisque là-bas, les exploitations des rizières étaient entre les mains des femmes. Elles ne se posaient pas de la même façon que
à Gossas, par exemple, où un chef de village a eu à nous dire « Vous êtes des subversifs parce que vous voulez que les femmes puissent accéder à la terre, alors que chez nous, aussi bien la terre que la femme appartiennent à l'homme. » Donc il y a un problème culturel. Il ne faut pas qu'on pense que c'est des juristes qui doivent se réunir, élaborer des textes, concevoir. Et comme disait notre ami Ozibou Touré, on va construire, on va mettre en place des abus juridiques, des pantalons en fer. Alors qu'en réalité, il faut que de la base, on prenne en compte les aspirations des populations, leur perception de la question foncière, pour ensuite dire aux juristes, voilà ce que les populations veulent, voilà quel type de gestion, quel type de foncier, quel type de régime ils veulent, pour que les juristes puissent mettre en forme ce que les populations veulent. Aujourd'hui, il y a eu un problème, c'est qu'à partir de 2004, les pouvoirs publics ont manifestement montré leur volonté aujourd'hui de prendre en compte la question agricole comme étant un élément majeur de la politique des pouvoirs publics. Et avec la loi d'orientation agro-silvopastorale, l'article 22 déjà posait la question de revoir, de procéder à une révision du cadre juridique qui s'est révélé obsolète. Vous avez des lois qui datent de 1900, la loi sur le domaine national qui date de 1964, la loi portant code du domaine de l'État qui date de 1976, les décrets qui permettent, les décrets d'application de ces lois qui datent de 1972. Vous voyez donc, on est dans un contexte nouveau où il y a de nouvelles priorités qu'il faut donc prendre en considération. Et à partir de ce moment, il faut maintenant dégager des procédures. D'ailleurs, les autorités étatiques ont mis en place le PRACAS, et la politique agricole, qui est un volet du POSE, a été prise en compte à travers de nouveaux schémas qui ont été définis, dont principalement le PRACAS. Alors, au niveau de la Commission nationale de réforme, on est parti de ces exigences pour dire qu'il faut aujourd'hui faire de sorte qu'on puisse concilier les exigences d'une modernisation de l'agriculture, mais aussi la protection des exploitations familiales. Que ce ne sont pas des éléments qui sont antagoniques, mais qu'il faut trouver un moyen de réaliser ces objectifs de développement, parce que c'est une nécessité par rapport à la sécurité alimentaire, à l'obligation pour les États de moderniser l'agriculture, promouvoir une agriculture moderne, mais en même temps permettre le développement des exploitations familiales. Et c'est dans ce cadre que la CNRF a eu à travailler, après avoir écouté les populations à travers les concertations décentralisées, et a défini un certain nombre d'orientations dans le document de politique foncière qui nous ont permis de tracer des perspectives. Julia Bi, la question foncière est devenue plus cruciale avec cette pandémie qu'on est en train de vivre aujourd'hui, parce que la plupart des pays africains importent leur nourriture. Si l'Inde avait fermé ses frontières, le Vietnam ou bien le Pakistan aujourd'hui, peut-être qu'on aurait des pénuries de riz et des manifestations dans tous les pays. Est-ce qu'on est dans une situation pour concilier les exigences modernes de l'agrobusiness tout en préservant plus d'exploitation familiale? D'abord, bonjour Alassane, merci pour l'invitation. Je salue M. Sine pour sa présence qui m'éclaire déjà beaucoup sur une question qui est, je pense, atrocement compliquée. La question foncière est très difficile et elle recouvre énormément de dimensions, et on vient de l'entendre. Je voudrais aussi vous féliciter, le groupe Immédiat, parce que je pense que vous développez un média qui donne beaucoup d'importance à des débats publics de qualité. Et ça, c'est vraiment aussi le travail qu'on essaie de faire au niveau du think tank citoyen Wati que j'anime. Merci. Pour revenir à votre question sur ce que révèle un peu la crise sanitaire sur le plan de la dépendance, notamment alimentaire, je crois que c'est évident, et l'un des avantages certains, d'une certaine manière, ou des opportunités liées à cette crise, c'est qu'on a justement beaucoup de débats. On n'a peut-être jamais eu autant de débats, y compris en Afrique, sur le degré de notre dépendance dans quasiment tous les domaines, et sur la vulnérabilité qui résulte de cette dépendance sur le plan alimentaire. Vous avez cité l'exemple du riz. Ici au Sénégal, on sait l'importance que le riz a dans l'alimentation. J'ai travaillé
pendant quelques années sur la Guinée. C'est vrai, là-bas aussi, en Guinée, beaucoup de familles considèrent qu'elles n'ont pas mangé s'il n'y a pas de riz à table. Et on peut en dire autant de beaucoup d'autres produits pour lesquels nous sommes très dépendants. Mais je crois que ce que M. Sine a dit tout à l'heure montre déjà la complexité de la question. Il ne suffit pas de dire, de décréter une volonté de souveraineté alimentaire. La question, c'est qu'est-ce qu'on a fait pendant 3-4 décennies pour qu'on puisse produire plus, qu'on puisse produire mieux, qu'on puisse produire en suivant aussi l'évolution démographique très forte de nos pays. Je crois qu'on n'a toujours peut-être pas une vision très claire de ce que cela va représenter dans quelques années. On voit déjà la dépendance aujourd'hui, mais si vous regardez les projections démographiques dans toute l'Afrique de l'Ouest, il faut se poser la question, comment est-ce qu'on va nourrir vraiment les millions et des millions de personnes qui vont s'ajouter au cours des 30 prochaines années, y compris dans des pays comme le Niger, des pays sahéliens qui ont des difficultés encore plus importantes. Et je crois donc que l'urgence aujourd'hui, c'est de mettre à plat déjà toutes les législations qui sont dépassées. Je crois que ce que M. Sine vient de dire à nouveau sur des lois qui datent des années 60, c'est simplement difficile à comprendre. Vous évoquiez des pays asiatiques, d'autres pays tout à l'heure. Je veux dire, ce qui s'est passé dans beaucoup de pays dans le monde en 3-4 décennies est extraordinaire. Je veux dire, ils ne peuvent pas être contraints dans leurs actions de politique publique par des législations. Je veux dire, on fonctionne un peu de manière assez étonnante sur le continent en considérant que les cadres juridiques sont un peu inamovibles et que c'est à partir des cadres juridiques qu'on doit bâtir les politiques publiques. Alors que la question, c'est quelles sont les politiques publiques qui permettent de répondre aux besoins fondamentaux des populations et à partir de ces politiques public-là, on réforme tout le reste. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut, sur le plan en particulier agricole, réfléchir à toutes les dimensions du problème, la question foncière, mais évidemment, il y a beaucoup d'autres dimensions. Vous avez la question de la mécanisation. Ce qui a produit les progrès les plus importants dans tous les domaines dans le monde entier, c'est d'abord, il ne faut pas l'oublier, l'énergie qui permet aussi d'alimenter des machines et d'économiser, disons, les efforts humains, les investir dans d'autres activités. La question des engrais, la question des semences, la question du compromis à trouver entre les exploitations familiales et l'agro-industrie. Et là aussi, je crois qu'il faut aussi dire aux populations que ce ne sont pas des questions faciles. L'agro-industrie, si elle permet de produire beaucoup plus, c'est aussi, disons, ça permet de répondre aux besoins de produits en quantité importante. Et les exploitations familiales, c'est très bien, mais si on ne fait pas, si on n'améliore pas la productivité agricole, on peut avoir beaucoup d'exploitations et avoir des problèmes d'insécurité alimentaire. Donc je crois qu'il faut trouver des compromis qui ne sont pas évidents, et cela ne peut se faire que d'une part en comptant sur l'expertise, sur la recherche, c'est extrêmement important, et d'autre part, sur ce que M. Sine a dit, la consultation, le débat public avec les populations. Oui. Sur le terrain, M. Sine, vous avez vu les populations, elles considèrent que les terres leur appartiennent depuis des millénaires, elles n'ont pas les moyens de les exploiter, les agro-industries ne peuvent pas venir prendre les terres parce qu'il y a une opposition des populations. Comment faire pour trouver un compromis pour que les populations trouvent leur intérêt à ce que les terres soient exploitées, parce qu'ils ne meurent pas de faim, parce que ce n'est pas normal qu'au Sénégal, qu'à chaque année qu'on parle de vivre de soudure, qu'on parle de problèmes de famine, alors que des hectares de terre sont là, disponibles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que, et c'est dommage par exemple que pour l'affaire de Ndengler, Djilakh, qu'on en soit arrivé à une situation aussi conflictuelle, parce qu'il y a eu des expériences qui ont été tentées par ailleurs. Je sais qu'au niveau de IPAR, et des organisations paysannes comme le CNCR, il y a des expériences qui sont menées au niveau de la vallée, au niveau du PEDIDAS, pour permettre de voir dans quel cadre, comment élaborer un schéma foncier qui puisse permettre de réconcilier aussi bien les intérêts des investisseurs que les intérêts des populations, des acteurs, des gestionnaires du foncier. Et je pense que ce qu'il faut déplorer, c'est d'abord l'absence de communication, l'absence de transparence dans les rapports qu'il y a souvent, parce qu'il y a trois acteurs, principalement l'investisseur, les populations et les collectivités locales. Et à ce niveau, je sais qu'il y a des accords cadres qui sont tracés, qui sont définis,
dans le cadre par exemple du PDIDAS, où l'APIX a réussi à mettre en œuvre un accord mixte, un accord cadre mixte qui inclut à la fois les populations locales, les collectivités locales et l'investisseur, qui définit un cahier de charges portant les obligations qui incombent à l'investisseur et ce à quoi les populations doivent s'attendre avec la réalisation des objectifs qui sont fixés dans ce cahier de charges. Et il y a des modèles d'affaires qui impliquent au préalable une communication, un accord sincère, transparent sur les objectifs qui sont visés par l'investisseur. Qu'est-ce que les populations doivent attendre de cet investissement en retour et comment les intégrer dans le projet pour qu'ils ne se sentent pas exclus. Il ne s'agit pas de faire de la RSE. Non, c'est encore beaucoup plus important que ça. Il faut au départ qu'il y ait des règles qui soient définies, qui soient inspirées des directives volontaires. Par exemple, créer une société d'exploitation où les populations sont actionnaires. C'est possible. Oui, mais il y a même des expériences qui sont déjà en cours, qui sont déjà tentées au niveau du Nord, où les attentes des populations sont prises en charge sont prises en considération dans le cahier des charges, où l'investisseur a un certain nombre d'obligations, mais au préalable, il faut que la communication entre les élus locaux, les populations qui sont les acteurs principaux, qui sont les principaux concernés, qu'il n'y ait pas de jeu de dupes, qu'il faut que le jeu soit clair. Parce qu'on a constaté... Transparence. Il faut que ce soit transparent. On a constaté dans cette affaire de Nengler que les élus locaux ne parlaient pas, en tout cas les populations ne parlaient pas le même langage que les élus locaux. Que les élus locaux. Qui avait donc quelque chose qui montrait que au départ, tout n'était pas clair dans l'esprit des populations. Il faut que le jeu soit transparent, il faut que les règles soient clairement définies, que chaque partie puisse savoir qu'il y a une exigence de procéder à une modernisation de l'agriculture pour répondre à la question de la sécurité alimentaire, que leurs intérêts soient pris en compte dans le cadre de cet accord tripartite et qu'on définisse les règles de manière très objective. Je pense par exemple pour cette question de Nengler, si au préalable les populations avaient été informées dès dans la mise en œuvre de la procédure qu'il s'agissait d'une acquisition qui va porter sur une superficie aussi importante que 300 hectares, qu'on leur permette de dire leurs mots, qu'on leur permette de se prononcer sur la dimension, la superficie qui est accordée, et quels sont les enjeux de cette acquisition, de cette transaction, et que ce soit suffisamment explicité aux populations. À la base, on ne se retrouverait pas aujourd'hui dans une situation où on a deux camps diamétralement opposés. Justement, est-ce que dans le cadre de ces dossiers, le promoteur doit avoir un titre foncier ou bien on doit le louer des terres? Vous savez, en principe, je vous dis ce que la législation prévoit. Les terres du domaine national ne sont pas susceptibles d'une appropriation privée. C'est sa loi sur le domaine national. C'est des terres qui appartiennent à la nation. Elles ne peuvent être qu'immatriculées au nom de l'État, qui le fait entrer dans son patrimoine et en fait un titre foncier à son nom. Et l'État, par la suite, peut le rétrocéder à n'importe quel citoyen qui le demande par voie de bail emphytéotique, qui est un des modes d'occupation. Bail, mais pas titre foncier. Bail d'abord, parce que vous ne pouvez pas, lorsque vous occupez un titre du domaine de l'État, vous ne pouvez pas avoir directement le titre foncier. Il faut passer par le bail emphytéotique, 50 ans, renouvelable. Et maintenant, si vous mettez en valeur, vous pouvez avoir un titre foncier. Mais jusqu'à présent, ce que la loi prévoit, seuls les terrains à usage d'habitation ou à usage industriel et commercial sont susceptibles d'être transformés en titre foncier. Donc, en principe, on aurait pu accorder un bail emphytéotique, parce que très souvent, et on a eu à le déplorer, les populations, les investisseurs demandent une affectation qui leur est accordée par la collectivité locale, et ensuite ils contournent, passent en dessous et demandent la transformation de l'affectation en bail emphytéotique. Et il y a une procédure d'immatriculation qui est engagée au nom de l'État, et une fois qu'ils ont le bail, rapidement ils s'engagent, ils demandent la transformation du bail en titre foncier. Mais il faudrait que cette transformation respecte la réglementation qui dit que seuls les terrains à usage d'habitation ou à usage industriel et commercial sont susceptibles d'être transformés en titre foncier. Autre part, et là, IPAR avait fait une note d'alerte sur cette question depuis longtemps, pour sensibiliser sur la nécessité de réfléchir par deux fois avant de transformer
en droit réel des superficies aussi importantes et avait même proposé la limitation des superficies à 100 hectares. Qu'on ne puisse pas délivrer des droits réels, des titres fonciers sur des superficies qui font 100 hectares. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose à faire. Je pense qu'un droit réel, si on veut vraiment un droit réel, on pouvait se contenter d'un bail emphytéotique, parce que la délivrance d'un titre foncier va engager d'autres conséquences si jamais on devrait procéder à l'expropriation. C'est qu'il faudrait indemniser le titulaire du titre foncier, puisque c'est un titre définitif et inattaquable. Si vous l'expropriez, vous devez indemniser, une indemnisation juste et préalable. Ce qui n'est pas le cas en cas... Oui, dans le cas de cette situation aujourd'hui, beaucoup disent que les investisseurs vont avoir peur de mettre l'argent dans la terre, d'exploiter, de faire de l'agriculture, puisqu'il y a une opposition des populations par rapport à cela. Il a expliqué un peu qu'il faudrait d'abord avoir un bail emphytéotique, mais d'autres disent qu'il y a des étrangers qui sont ici, des Chinois, des Indiens, des Marocains. Quand vous allez à Saint-Louis, vous avez le domaine du Sénégal, où on fait là-bas de la pomme de terre, on fait là-bas de l'oignon, on fait même du blé qu'on exporte directement à l'extérieur. Comment se fait-il que les nationaux ont du mal à avoir des terres pour exploiter, alors que les étrangers... Oui, enfin, il y a énormément de sous-questions dans la question que vous posez. Je pense déjà que, en revenant un peu à ce que je disais tout à l'heure sur la recherche, je me réjouis que M. Sine ait parlé de l'IPA, il soit consultant à l'IPA, parce que ce que je pense vraiment, c'est que les politiques publiques dans un domaine comme celui-là doivent s'appuyer justement sur les travaux d'institutions qui sont spécialisées sur ces questions. L'IPA travaille sur l'agriculture, notamment rurale, au Sénégal depuis de nombreuses années et produit régulièrement des notes de qualité avec des propositions concrètes. Et donc l'une des questions fondamentales, c'est comment est-ce qu'on alimente les décisions politiques par des travaux de recherche sur ces questions-là. Sur la question des terres et des exploitations et de ce qui est accordé à des étrangers versus à des nationaux, je crois qu'il y a la question plus générale de l'acquisition de terres sur le continent africain par des puissances étrangères, la Chine, mais parfois même simplement des pays d'Afrique du Nord, le Maroc, il y a eu des problèmes à Madagascar, etc. Donc c'est une vraie question qui demande surtout de la transparence. Je crois que le mot transparence est déjà ressorti. Et pour que les populations n'aient pas d'appréhension, il faut qu'on leur dise exactement ce qui se passe et dans quel cadre cela se passe. Donc, lorsqu'au Sénégal, si on entend qu'il y a des étrangers qui ont des terres dans une région donnée, il faut qu'on sache exactement, est-ce que d'abord la procédure a respecté la loi, ensuite, quels sont les enjeux effectivement de cette implantation et quelles sont les alternatives, notamment pour stimuler aussi l'investissement national. Mais je pense que le vrai drame lorsqu'on n'a pas de débat et lorsqu'on n'a pas de transparence sur ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas non plus de vraies discussions avec les populations sur la transformation de la société. On ne peut pas continuer à penser aujourd'hui dans les villages du Sénégal, et c'est vrai pour tous les autres pays, comme on pensait il y a 20 ans ou il y a 30 ans. On ne peut pas nécessairement penser que lorsqu'on a un investissement, que ce soit d'ailleurs un investisseur national ou étranger, on ne peut pas ne pas du tout parler de la possibilité que cela crée aussi une dynamique de transformation sur le plan local. Moi, je donne souvent l'exemple ici au Sénégal, c'est pas pour faire de la publicité pour la laiterie du berger d'Olima, mais je trouve très intéressant le fait d'avoir une entreprise qui réussit à produire des produits laitiers en s'appuyant sur des éleveurs, 600 éleveurs dans une région du Sénégal. Je pense que moi, je rêve depuis quelques années au niveau de Wati de faire un projet juste pour documenter ce type d'expérience et montrer non seulement l'effet, mais là aussi, c'est de l'investissement. Et ça peut être combattu si on n'a pas une conscience aussi des effets positifs de transformation que cela induit, si on continue à voir l'agriculture seulement au travers, disons, du prisme des exploitations familiales. Et ça nous ramène à une autre question qui pour moi est aussi fondamentale, c'est celle de l'éducation, mais dans le sens le plus large du terme. Et c'est pour ça que pour moi, et la logique de Wati, c'est de travailler sur toutes les questions en même temps parce que toutes les questions sont liées. Si on n'a pas transformé la manière de penser dans nos pays, dans toutes les régions, en 20 ou en 30 ans, ce ne sont pas les mêmes populations. Hein. Les gens vieillissent, donc ceux qui vont être dans l'agriculture aujourd'hui, c'est les jeunes normalement. Mais
qu'est-ce qu'on a mis dans le système éducatif au Sénégal, par exemple? Mais c'est primordial, cette question de l'éducation. Elle est fondamentale, c'est-à-dire... C'est elle qui change tout. C'est elle qui change tout. Comment est-ce qu'on fait pour montrer un autre visage de l'agriculture? Comment est-ce qu'on fait pour parler aux jeunes très tôt de l'innovation dans le domaine agricole, qui est aujourd'hui déterminante. On peut utiliser les téléphones portables pour faire énormément de choses, pour suivre les rendements, etc., pour suivre même l'alimentation en eau des champs. Donc, il y a énormément de moyens d'intéresser les jeunes, mais dans une vision qui n'est pas la vision figée de l'agriculture d'il y a 20 ou d'il y a 30 ans et de leurs parents ou de leurs grands-parents, mais dans une vision qui est tournée vers l'avenir. Et pour moi, c'est ça le véritable enjeu, c'est d'être tourner totalement vers l'avenir et d'avoir un débat de qualité qui montre aussi la possibilité de transformer les sociétés de manière profonde par de l'investissement, mais par un rôle très important de la puissance publique pour contrôler les acteurs privés dont il faut, je veux dire, systématiquement considérer qu'ils sont d'abord là pour faire du profit. C'est à la puissance publique de faire en sorte qu'en faisant du profit, on ait aussi un effet positif sur l'ensemble de la société. Je rappelle que vous suivez L'Air du Temps, qui reçoit aujourd'hui Gilles Yabi, qui est directeur de Wati, et Ale Boudoussine, qui est inspecteur principal des impôts et des domaines retraités, ancien directeur des domaines, expert juridique foncier, associé à l'IPAR. Aujourd'hui, les gens se demandent si l'État peut donner des titres fonciers à des particuliers. Pourquoi les paysans n'auront pas droit à avoir aussi des titres fonciers sur les terres qu'ils exploitent, les amener à la banque, les valoriser, avoir des financements, exploiter les terres? Oui, je pense que déjà, l'article 22 de la loi d'orientation agro-sylvo-pastorale avait déjà défini les grands principes sur lesquels d'ailleurs la Commission nationale de réforme s'est appuyée. Et dans le document de politique foncière qui a été élaboré, ces principes ont été rappelés. C'est d'abord assurer la protection des droits fonciers des acteurs, mais aussi des collectivités locales. Deuxièmement, mettre en place une cessibilité encadrée pour favoriser la promotion, la mobilité foncière, mais aussi assurer la transmissibilité successorale, parce que vous voyez, la loi sur le domaine national avait posé quand même quelques entraves pour permettre la préservation du patrimoine national en interdisant l'aliénation de la terre, la transmission par voie successorale, sauf si les héritiers en font la demande, et l'obligation pour l'affectataire d'être résident de la collectivité dans laquelle se situe le terrain sollicité, l'espace sollicité. L'affectation ne devait bénéficier qu'aux résidents, et ensuite l'obligation de procéder à une mise en valeur sous peine de désaffectation. Et par la suite, les exigences ont montré qu'il fallait dépasser ce cadre qui a été posé depuis 1964, parce qu'il y avait des urgences, l'obligation de mettre, la nécessité de mettre en place une agriculture moderne, et aujourd'hui d'introduire un nouvel acteur que constitue l'entrepreneur agricole. Depuis 2008, avec la crise alimentaire, il y a eu des changements qui ont été pris en compte, et à partir de ce moment-là, la Commission nationale avait envisagé le quatrième élément, justement, c'était de permettre de créer des droits réels pour permettre de faire de la terre des droits réels qui permettent au moins d'avoir une garantie pour avoir un financement au niveau des institutions financières. Justement, est-ce que les paysans peuvent s'organiser en association, en entrepreneuriat agricole, avoir un titre foncier avec les terres qu'ils exploitent, les amener à la banque, avoir un prêt, exploiter les terres eux-mêmes? Pas forcément un titre foncier, mais un droit réel qui puisse permettre d'avoir une garantie au niveau des banques et pouvoir obtenir un crédit. Il y a une possibilité pour les paysans pour ça? Ils peuvent le faire? Je parle de ce qui avait été pris en compte au niveau de la Commission nationale de réforme. Aujourd'hui, sur les terres du domaine national, vous ne pouvez pas avoir de droit réel sans passer par une procédure d'immatriculation au nom de l'État. Et c'est seulement en ce moment que l'État peut vous délivrer un bail amphithéotique qui est susceptible par ailleurs plus tard d'être transformé en titre foncier. Mais les terrains à usage agricole n'ont jusqu'à présent jamais fait l'objet de transformation en titre foncier. Pourquoi? Parce que c'est la loi qui l'interdit. La loi ne permet pas la transformation des terrains, la transformation des droits concédés sur le domaine national, qui est un droit d'usage, délibération, affectation, droit d'usage,
Donc c'est un caractère qui a un caractère précaire, révocable. Si vous ne mettez pas en valeur, on désaffecte et on affecte à quelqu'un d'autre. Vous êtes obligé de demander l'immatriculation à l'État qui vous accorde un bail emphytéotique d'une durée de 50 ans, renouvelable encore 50 ans. Effectivement, les populations, on a rencontré dans le cadre des concertations décentralisées, des populations unies, vous avez un foncier des villes et un foncier des champs. Pour les Sénégalais des zones urbaines peuvent aujourd'hui transformer leur permis d'occuper, même leur permis d'occuper, en titre foncier, avec la loi 2011. Pourquoi pas nous? Et nous, on ne peut pas avoir de titre foncier sur les terres que nous exploitons, sur les terres qui sont situées sur le domaine national. Et on a eu reçu, dans le cadre de ces concertations, beaucoup de récriminations qui mettaient en exergue ce qu'ils appelaient la discrimination dans le droit foncier entre le foncier des villes et le foncier des villes. Le foncier des villes, entendu dans le sens foncier à usage d'habitation, foncier urbain, foncier à usage industriel, commercial. Vous avez un droit, quelle que soit la nature du droit, que ce soit une autorisation d'occuper ou un permis d'occuper. Vous pouvez en faire un titre foncier depuis 2011 et maintenant depuis 2017, de manière gratuite, vous pouvez avoir un titre foncier dès que vous avez un bail ou un permis d'occuper. Et malheureusement, le document de politique foncière a fixé les orientations stratégiques. Malheureusement, ce document aujourd'hui n'a pas encore connu la suite. Il est dans les tiroirs. Je ne dis pas dans les tiroirs, mais en tout cas, il est dans le circuit. Et nous attendons. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que ce processus soit... Depuis 2017, il est dans le circuit. Il a été déposé, remis aux mains de l'autorité qui avait mis en place cette... Il est dans le bureau du président. Il est dans le bureau du président, certainement. Et aujourd'hui, il est nécessaire que le processus soit... qu'on reprenne le processus, qu'on l'achève et qu'on prenne en compte surtout les réflexions qui ont été menées par les organisations de la société civile. À ce niveau, il y a énormément d'idées, de propositions concrètes qui ont été formulées par le CNCR, par CONGAT, ENDA, de manière générale par le CRAFS, la structure qui regroupe les organisations de la société civile qui réfléchissent sur le foncier et qui donne des orientations qui pourraient nous permettre peut-être de sortir de cette impasse dans laquelle aujourd'hui on est plongé du fait de l'absence de suite donnée au document de politique foncière qui a été remis à l'autorité supérieure. Je pense que la question de titre foncier sur les terrains à usage agricole, on doit véritablement y réfléchir. Il faut qu'il y ait une concertation nationale avec tous les acteurs du foncier, que ce ne soit pas seulement une affaire de juristes, mais principalement de gestionnaires du foncier, des gens, des organisations de la société civile, des organisations paysannes, de tous les acteurs, et qu'on tienne en compte les propositions formulées par des structures, des think tanks comme IPAR, par le CNCR, par le CONGAD, ENDA, qui ont eu à faire des propositions qui devraient en tout cas permettre de sortir aujourd'hui de cette situation et d'éviter que des litiges comme celui que nous avons aujourd'hui entre la Sedima et les populations de Nguingler-Djallakh puissent se perpétuer, parce que par ailleurs, on a des solutions très concrètes qui sont en train d'être expérimentées avec le modèle foncier mis en place dans le cadre des DVF avec IPAR et CNCR dans la vallée et dans le cadre aussi avec l'encadrement de l'APIX par le PEDIDAS. Il faut étudier ces modèles d'affaires et voir comment s'en inspirer et peut-être les généraliser. Je pense qu'il est possible de trouver, parce que c'est une exigence, la modernisation de l'agriculture, c'est une exigence aujourd'hui incontournable et les autorités étatiques en sont compte depuis 2002 avec la Guana, le plan REVA, PRACAS aujourd'hui. Il faut nécessairement qu'on dépasse ce stade et ça suppose, encore une fois, comme disait notre ami, qu'il y ait la transparence, qu'il y ait la concertation en amont, que les véritables acteurs soient informés de ce qu'on veut faire et qu'on les prenne en compte dans un schéma tripartite, collectivité locale, que les élus locaux aussi jouent le jeu, qu'ils ne s'allient pas aux investisseurs contre les populations qui les ont élus. S'ils ne jouent pas le jeu, on aura une situation où les populations vont désavouer les élus locaux et vont les considérer comme étant des complices des investisseurs contre leurs intérêts. Et ça ne peut pas permettre... Mais souvent, la complicité de ces questions, il y a souvent aussi des manipulations politiques, des politiciennes derrière. Oui, qui compliquent les choses. Osons le dire aussi, il y a des soupçons, des soupçons très, très, très forts de corruption foncière à la base, où les gens vous disent carrément... aujourd'hui, telle autorité locale a pris fait et cause pour l'investisseur parce que derrière, il y a autre chose qui s'est passé. Et je pense que ce climat de méfiance, de suspicion
entre les populations et les élus locaux doit être levée. Cela suppose qu'il y ait suffisamment d'informations, qu'il y ait suffisamment de transparence dans les rapports entre les élus locaux et les populations. Oui, corruption, manque de transparence, inertie des autorités, ça nous permet d'aller un peu dans la sous-région, voir ce qui se passe au Mali. Est-ce que ce sont ces façons de gérer les États qui font qu'il y a souvent des soulèvements, des problèmes de gouvernance? Au Mali, aujourd'hui, on a vu ce qui se passe avec l'imam Diko, et ce qui s'est passé. Le président Ibeka a même été obligé de dissoudre la Cour constitutionnelle en appelant au gouvernement d'union nationale. Oui, enfin, pour moi, c'est très clair que les questions qu'on appelle des questions de gouvernance aujourd'hui, même si je trouve que le terme n'est pas forcément toujours très approprié, parce que c'est devenu parfois une manière de ne pas nommer les choses, de ne pas parler de la corruption, par exemple, de la mauvaise gestion des affaires publiques. Je pense que le problème majeur que nous avons dans la région et au-delà, sur le continent, c'est d'abord un problème politique. Et ensuite, la politique renvoie, je pense, d'une part, au fait d'avoir des dirigeants qui sont réellement dédiés à la poursuite de l'intérêt général de leur population. Je crois qu'on considère parfois en Afrique et ailleurs d'ailleurs dans le monde que que ce n'est pas une hypothèse, mais que c'est une certitude. Je crois que ce n'est pas une certitude, c'est une hypothèse que les dirigeants soient au service de l'intérêt général. On a beaucoup de cas dans l'histoire qui nous montrent que ce n'est pas le cas. Les dirigeants peuvent être là pour eux-mêmes. Pour des intérêts privés. Et ça n'a rien d'ailleurs de spécifiquement africain. Et c'est pour ça qu'il faut des institutions de contre-pouvoir, c'est pour ça qu'il faut un dispositif autour. Et deuxièmement, pour moi, la politique, ça renvoie ensuite aussi à l'efficacité de l'État. Et je crois qu'il est toujours important de distinguer les deux choses. Lorsqu'on parle notamment, par exemple, de l'exemple du Mali, je pense qu'il faut non seulement examiner la question sous l'angle du leadership politique actuel, mais il faut aussi l'examiner sous l'angle de la nature de l'État malien et sa capacité. Et ça, évidemment, c'est un problème de long terme. Le Mali s'est retrouvé depuis 2012 dans une crise multidimensionnelle profonde. Évidemment, les conditions pour cette crise ont été créées sur plusieurs décennies. Le problème spécifique des pays du Sahel par rapport à d'autres pays, par exemple en Afrique de l'Ouest, c'est qu'ils ont en plus des territoires qui sont immenses, qui sont très difficiles à gérer. Et je crois qu'il ne faut jamais oublier ça. Peut-être que certains pays côtiers, s'ils avaient le même type de configuration. Le Mali fait pratiquement 5 fois le Sénégal. Exactement. Ce serait sans doute aussi très difficile. Donc, il ne faut pas sous-estimer cet aspect géographique et bien sûr l'environnement immédiat aussi de ces pays qui peut être problématique. Mais pour revenir à votre question, oui, aujourd'hui, le Mali est dans une situation à nouveau de grave crise politique qui s'ajoute à une crise sécuritaire ancienne où on ne voit pas vraiment de solution de sortie de crise. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur le Mali pendant des années. J'y ai habité aussi. Et lorsque je vois l'état du pays aujourd'hui, on a une sorte de déconfiture politique, mais on a aussi une société qui est très divisée, qui est très révoltée. On le voit avec les manifestations de ces derniers jours. On a une jeunesse qui est désemparée, qui évidemment, lorsqu'on est dans un moment politique comme celui-là, avec des manifestations, ben voilà, on a ce qu'on a pu voir ces derniers jours, le bâtiment de l'Assemblée nationale pillé, des bâtiments de la télévision publique aussi pillés. Et je crois que ça pose vraiment la question à nouveau de nos systèmes politiques. Ça repose la question de comment est-ce qu'on conçoit la démocratie dans notre région et sur notre continent, et du fait qu'au fond on a des institutions auxquelles on ne croit pas vraiment, des institutions politiques auxquelles on ne croit pas vraiment, auxquelles les populations ne croient pas. L'Assemblée nationale au Mali, voilà, on le voit, la Cour constitutionnelle a changé des résultats après les élections législatives, et ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais tout ça se passe sur déjà, disons, un contexte qui était déjà extrêmement vicié. Donc, il n'y a pas de solution à court terme, malheureusement, mais je crois que l'urgence aujourd'hui au Mali, c'est d'éviter d'approfondir la crise. On est déjà dans un état de vulnérabilité, et je crois qu'il faut faire très attention.
le président Ibeka est, je pense, très clairement plus partie du problème que de la solution, mais il ne faut pas oublier ce qui s'est passé en 2012 et il ne faut pas penser qu'un changement de président dans des conditions insurrectionnelles va nécessairement produire un meilleur résultat. Ça peut créer les conditions d'un chaos plus important. Est-ce que la question malienne aujourd'hui est une alerte pour notre pays? Oui, je pense nos voisins immédiats. Oui, je pense qu'on peut en tirer, on doit d'ailleurs en tirer beaucoup de leçons, parce que ce qui touche le Mali nous touche forcément. Et il a bien posé le problème. Il y a énormément de menaces qui entourent aujourd'hui cette République sœur. La menace d'une partition, la séparation du Nord avec le reste du Mali, des menaces internes qui sont liées à des clivages ethniques. On a une guerre entre les Dogons et d'autres portions de population qui sont alimentées, et les Peuls. Tout le monde sait ce qui s'est passé avec ces massacres à répétition qui sont restés de part et d'autre. Et il y a ensuite le fait qu'effectivement, comme il l'a dit, la jeunesse se sent désemparée parce que le jeu politique est faussé par des manipulations, des combinaisons qui sont faites en marge de ce que la loi permet, parce que à ce niveau, des institutions qui doivent constituer des remparts sont manipulées. Et la situation qui s'est passée, moi par exemple, j'ai trouvé quand même assez étrange, pour ne pas dire scandaleux, qu'au moment où on a enlevé Soumaïla Cissé, qui est un leader de l'opposition, qu'on ait continué à programmer des élections législatives comme si ça ne mettait pas en cause le jeu politique. Je pense que la première mesure qui aurait dû être prise en ce moment, c'était de stopper et de s'occuper du sort de cet opposant qui a été mis en place. C'est comme si Ibeka en ce moment se dit, voilà, je me suis débarrassé d'un opposant, mais le jeu continue, on continue à faire la politique. Apparemment, je n'étais pas au Mali, mais je n'ai pas eu l'impression que le pouvoir politique s'est beaucoup soucié du sort, du traitement qui était réservé à cet opposant, tant qu'il n'était pas sûr qu'il a déjà réuni les conditions pour rasseoir son pouvoir au niveau de l'Assemblée nationale. Et je pense que les populations ont peut-être perçu, à travers cette attitude, une sorte de mépris, en tout cas un refus de prendre en compte certaines situations. Et on a l'impression que le désarroi de cette jeunesse, principalement, qui est à la tête de ce mouvement. Moi, je vous disais tout à l'heure en aparté que ce qui m'inquiétait, c'était le personnage qui dirigeait ce mouvement, qui était à la porte, un religieux, et que cela montrait aussi qu'il y a une faillite des politiques, en tout cas des partis politiques d'opposition traditionnels, qui se sont rangés derrière un imam pour mener ce combat. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que l'imam Diko se sent dépassé par les événements. On le sent sur des positions beaucoup plus conciliantes. Et il est dépassé par les événements parce qu'il a été reçu par Ibeka. Et il m'a semblé, à travers les réactions que j'ai eues à lire sur les réseaux sociaux, que les gens remettaient déjà en cause ses positions. Ils l'accusaient de complicité avec Ibeka, qu'il était en train de les trahir. Parce que justement, j'ai l'impression qu'il n'a pas le même agenda que ceux qui sont derrière lui. Et effectivement, pour revenir à votre question, nous devons tirer des leçons de ce qui se passe. Et que cela constitue une sorte d'alerte d'alarme pour qu'on ne puisse pas, en tout cas, ce n'est pas la même situation, bien sûr. On n'est pas confronté au même péril. Le Sénégal n'est pas menacé de partition. On n'a pas, pour le moment, ces oppositions ethniques qu'on enregistre entre Dogon, Peul, etc. Mais c'est des signaux qui doivent nous alerter pour qu'on puisse en tirer très rapidement des leçons et voir comment... À côté du Mali, la Côte d'Ivoire, où le Premier ministre est décédé, les gens pensent qu'aujourd'hui que cela peut remettre en jeu Alassane Ouattara, puisque Henri Konan-Bédié est candidat. Oui, alors très rapidement, juste, je pense que lorsqu'on parle de ces questions de sécurité dans un pays comme le Mali, et si on en parle dans le cas de la Côte d'Ivoire aussi, le Sénégal, mais tous les pays de la région doivent se sentir vraiment beaucoup plus directement concernés qu'ils ne semblent l'être généralement. Parce que, et je fais un retour aussi rapide à la discussion de tout à l'heure sur les questions foncières et les questions agricoles. On n'a pas parlé de la dimension régionale. Pour moi, à nouveau, dans la mesure que l'engagement de Wati, c'est justement un engagement régional également. Je pense que sur toutes les questions cruciales pour l'avenir de nos pays, on doit avoir la dimension régionale. Elle est fondamentale, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique. Je ne pense pas que l'avenir du Sénégal soit indépendant de ce qui va se passer au Mali, de ce qui se passait en Guinée, en Côte d'Ivoire.
Pour revenir sur la Côte d'Ivoire, oui, on est aujourd'hui dans une situation d'accroissement de l'incertitude. Il y avait déjà beaucoup d'éléments d'incertitude autour de l'élection à venir, incertitude autour du calendrier avec la crise sanitaire et son impact. Incertitude liée aux conditions d'organisation de cette élection, avec, comme d'habitude, j'allais dire, dans beaucoup de nos pays, des différences de vues sur les conditions de l'organisation de l'élection et l'indépendance de la commission électorale. Et maintenant, le candidat désigné du parti au pouvoir, donc Amadou Gon Coulibaly, qui est décédé. Son état de santé était connu depuis de nombreuses années et je dois dire personnellement que lorsqu'il a été désigné, moi je m'inquiétais beaucoup sur l'impact de la campagne sur sa santé. Il n'aura même pas tenu jusqu'à la campagne électorale. Et je pense qu'aujourd'hui, je disais il y a quelques jours, je pensais encore il y a quelques jours que l'hypothèse d'une candidature du président Ouattara n'était pas écartée, mais n'était pas la plus probable. Je pense depuis quelques heures que l'hypothèse la plus probable, c'est peut-être celle de la candidature du président Ouattara, même si elle n'est toujours pas certaine. Et je pense que ça va poser un problème, un problème d'ordre éthique. Moi, je pense qu'une grande partie de la discussion que nous avons sur les questions de gouvernance, elle doit être centrée sur la question aussi des hommes et des femmes qui occupent des fonctions politiques, et qu'un problème majeur que nous avons, c'est un problème d'éthique personnel. Et donc, lorsqu'on prend un engagement, il est bon de le respecter. C'est un signal qui est donné à la jeunesse, c'est un signal qui est donné aux enfants lorsqu'un président dit « je vais partir » et qu'il respecte sa parole. Et donc, je crois que si le président Ouattara décide de se présenter à nouveau, on aura déjà un reniement qui sera problématique. Ensuite, ça donnerait aussi le signal, au fond, qu'il n'y a pas d'alternative, par exemple, au sein de son parti, pour remplacer Amadou Gon Coulibaly. Et ça peut donner des idées aussi à la sous-région aussi, hein? Oui, enfin bon, je pense qu'il y en a dans la sous-région qui n'ont pas eu besoin d'exemples et qui n'ont pas besoin qu'on leur donne des idées. Hein. Je pense à un autre pays voisin, la Guinée, aussi, où il y a quand même de fortes chances que le président Condé soit à nouveau candidat. Mais je crois qu'en Côte d'Ivoire, ça pose le problème de pratiques politiques qui sont complètement déconnectés de l'évolution de la société. C'est-à-dire on a un pays, là aussi sur lequel j'ai longtemps travaillé, que j'aime beaucoup, qui est extrêmement dynamique. Vous avez en Côte d'Ivoire une économie dynamique, vous avez une créativité incroyable, l'humour ivoirien est très connu, enfin la musique ivoirienne est extrêmement créative. Même les médias, absolument. Ça bouge beaucoup. Mais vous avez un jeu politique qui lui est sclérosé. Je rappelle quand même que si le président Ouattara se porte candidat, il aura en face de lui probablement comme adversaire principal Henri Konan Bédié, ancien président, 86 ans. L'âge médian en Côte d'Ivoire est de 18 ans, c'est-à-dire la moitié de la population a moins de 18 ans. Donc les candidats vont sans doute avoir donc une moyenne au-delà de 70 ans. Et je crois que ça pose un vrai problème, pas simplement de renouvellement de la classe politique, mais de renouvellement des pratiques politiques. Parce qu'on n'est pas sûr, hein, c'est pas pour dire que les jeunes qui sont dans certains partis politiques en Côte d'Ivoire portent nécessairement, disons, un agenda de renouvellement. Mais je crois que ça nous met en face de notre défi le plus important dans nos pays, c'est celui du renouvellement de la manière dont on fait la politique. Et je crois que ça appelle aussi à un engagement citoyen. On ne peut pas juste s'asseoir et penser que c'est juste la faute au chef d'État si les pratiques n'évoluent pas. Ces chefs d'État, d'une manière ou d'une autre, sont issus d'une société. Et il y a beaucoup plus de certes qu'on ne le pense qui profitent aussi de ce non-renouvellement des pratiques politiques. Oui, parce que récemment, on a vu une vidéo d'Aminata Traoré, l'ancienne ministre malienne de la Culture, qui disait que les jeunes Africains, ils veulent aller au pouvoir, ils veulent devenir des politiciens pour remplacer ceux qui sont là. C'est-à-dire que depuis que Macron a été élu comme président, la plupart des jeunes pensent qu'aujourd'hui qu'ils peuvent aussi être aussi des présidents de la République. Et dans la société civile, c'est plus pour masquer leur volonté de vouloir devenir des politiciens. Oui, mais je pense qu'on ne peut pas réduire, disons, ainsi les questions importantes de nos systèmes politiques et de nos fonctionnements politiques à cela. C'est-à-dire, les jeunes sont, disons, c'est légitime que les jeunes aient envie de devenir président, parce qu'au fond, lorsqu'on voit le bilan de ceux qui ne sont pas jeunes, il n'est pas nécessairement impressionnant. Donc, on peut penser qu'au fond, ils feront peut-être exactement pareil. Mais bon, finalement, donc, ça ne justifie pas nécessairement d'avoir seulement des hommes, et d'ailleurs, j'insiste sur le thème homme, des hommes et pas des femmes, parce que c'est aussi ça la réalité politique dans la région. Mais je crois que le vrai problème qui se pose, c'est le signal qui est donné aux jeunes. Si les jeunes veulent arriver au pouvoir pour faire la même chose que leurs aînés,
c'est précisément parce que c'est l'exemple qui leur a été donné. Et c'est pour ça que justement, il faut éviter tout ce qui peut donner le signal aux plus jeunes dans nos pays que l'engagement politique n'est pas nécessairement aussi un engagement, disons, qui demande un certain nombre d'engagements éthiques. Et la Côte d'Ivoire, la situation en Côte d'Ivoire, on peut regarder ça avec beaucoup d'attention pour le Sénégal. Effectivement, je pense que je partage... En plus qu'on parle plus de velléité d'un troisième mandat au Sénégal. Je partage les réflexions de notre ami. Je pense qu'effectivement, et pour répondre, c'est légitime que les jeunes puissent... Parce qu'on doit procéder à un renouvellement. Et la situation en Côte d'Ivoire, comme il a si bien montré, c'est que aujourd'hui, par exemple, nous avons eu un président qui est né dans les années 60. Alors qu'en Côte d'Ivoire, depuis le départ de Houphouët, on est toujours dans la même tranche. Et c'est hallucinant que quelqu'un comme Henri Koné-Bedié puisse encore revenir sur le devant de la scène politique, alors qu'il aurait dû prendre sa retraite politique depuis très longtemps. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on est obligé de regarder ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire, et bien que les réalités soient différentes, de pouvoir en tirer des leçons pour l'avenir. Voilà. Merci infiniment à Ale Sine, inspecteur principal des impôts et des domaines retraités, ancien directeur des domaines experts juridiques fonciers associés.